Oui, moi j'ai deux casquettes, enfin j'en ai plusieurs, contradictoires dans le sens, puisque d'un côté je suis psychanalyste, donc j'écoute les gens, et de l'autre côté je suis professeur d'université, donc je parle tout le temps. Et là je vais faire ni l'un ni l'autre. Je crois que je vais pas commencer par de manière académique, je crois que je vais commencer de façon très subjective. Pour répondre à ta question sur la genèse de ce livre. Quand j'étais à la fin de l'école primaire, on me demandait ce que, comme tous les parents demandent, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand. Et je me rappelle que j'avais répondu deux choses. J'avais dit, premièrement, je veux obéir à personne. Et deuxièmement, je veux toute ma vie lire des livres et les raconter aux autres. C'était dans une perspective de conteur à cette époque-là. Et donc, quand on veut faire ça, obéir à personne et raconter des livres aux autres, dans la société contemporaine, il n'y a pas tellement de choix. Qu'une solution, c'est de devenir enseignant. Et du coup, voilà, je suis devenu enseignant. Et comme je disais toujours à des étudiants, on fait un groupe de réflexion sur la pédagogie, ils me demandaient, voilà, on peut me présenter. Et je leur disais, ben voilà, je suis rentré à l'école quand j'avais 4 ans, 5 ans, et puis j'en suis jamais sorti. J'y suis toujours, enfin là je suis à la retraite depuis quelques mois, donc, mais en fait je continue à faire des séminaires, donc j'y suis encore en moitié. Et du coup j'ai mené toute une vie comme ça, un peu spéciale. Une vie parallèle, en tout cas une vie dans les coulisses de la société, une vie étrange où on fait quelque chose qui est difficile d'appeler du travail, justement. Enfin, bon, on ne produit rien, on a un rythme de vie complètement bizarre, on est dans les rues au moment où les gens sont au travail. Enfin bref, c'est une vie très spéciale qui pose le problème de savoir où on se situe dans cette espèce d'ensemble par ailleurs très normé, qu'est une société industrielle, capitaliste, moderne. Bon. Et très vite, je ne sais plus, c'est en lisant des livres d'histoire, je me rappelle, je me suis dit un jour, mais c'est drôle la formule que tout le monde utilise le matin, je pars travailler, je vais au travail, etc. C'est une phrase que un homme ou une femme encore plus du XVIIIe siècle ne pouvait pas prononcer. C'est une phrase imprononçable, ça n'a pas de sens. Ça ne prend sens peu à peu qu'au XIXe et évidemment au XXe, on va travailler. Ça veut dire quoi? C'est très mystérieux. Travailler à quoi? Faire quoi? Bon. C'est devenu un terme générique qui recouvre toutes sortes de choses très différentes les unes des autres. Cette émergence du travail comme inscription dans un rôle social totalement indéterminé, pouvoir couvrir toutes sortes d'activités qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, me semblait très, très étrange. Bon. D'autant plus que, en même temps que cette domination acceptée comme allant de soi du travail, la disparition progressive de la thématique des métiers, c'est-à-dire justement de l'hétérogénéité, de la particularité, de la singularité des activités spéciales, répondant chacune à des normes différentes, etc., tendait à s'effacer puisque le salariat, la forme générale du salariat, a cette capacité terrifiante d'homogénéiser toutes ces activités en les soumettant à une mesure commune, que Marx analyse dans le Capital en long, en large, en travers, et qui non seulement gomme les différences au niveau de la sensibilité, au niveau phénoménologique, mais les gomme aussi au niveau conceptuel et au niveau théorique. Bon. Et
en même temps que cette homogénéité, cette domination du travail comme forme homogène, comme salariat, me revenait sans cesse aussi la formule qu'on trouve inscrite sur un certain nombre de camps d'extermination, Arbeit macht frei, travail rend libre, qui m'a toujours beaucoup frappé parce que les historiens ne savent pas d'où elle vient et ils ne savent pas pourquoi. Alors beaucoup d'historiens vont dire que c'est une formule d'origine luthérienne, bon, mais on ne sait pas pourquoi les nazis avaient inscrit cette banderole, faire forger au-dessus. Bon. Mais en tout cas, cette formule montre à quel point le mot de travail est susceptible de recouvrir des réalités extrêmement hétérogènes. C'est-à-dire il est capable de se charger de valeurs complètement antagoniques. Bon. Et c'est cette ambiguïté sémantique radicale du terme de travail qui fait que, bon, j'ai travaillé longtemps avec Christophe Dejour, qui est un des meilleurs spécialistes de l'organisation du travail aujourd'hui, avec laquelle j'étais en accord sur beaucoup de choses. Et on a vraiment travaillé ensemble avec beaucoup d'amitié. Et puis on a fini par se brouiller à la suite du livre dont tu parlais, là, qui circule. Dans lequel je fais une grande place à son travail d'ailleurs, mais avec une dimension critique qu'il n'a pas du tout acceptée, dans la mesure où pour lui, d'ailleurs dans un de ses livres récents, il accentue énormément cette dimension. Voilà, ce qu'il y a de meilleur en nous, ça vient de sortir, ça, Travailler et honorer la vie, qui est un livre dans lequel il développe l'idée que le travail, c'est au fond la forme la plus accomplie de l'existence humaine, celle dans laquelle ontologiquement et anthropologiquement la vie humaine trouve son acmé, sa réalisation ultime. Idée qui personnellement je suis totalement réticent à cette idée-là. Je suis plutôt sensible à un petit opuscule de la faim, le droit à la paresse, bon, sans non plus adhérer complètement à cette pratique-là. Voilà, j'étais frappé par le fait que le mot de travail a au cours de l'histoire changé de sens continuellement. Et il a pu désigner à la fois quelque chose qui est une activité de l'ordre de la douleur, de l'effort, de la souffrance, y compris physique, l'enfantement, etc. Et ces deux fils, il me semble qu'il faut absolument les tenir ensemble, on ne peut écarter ni l'un ni l'autre. Il faut comprendre comment ils parviennent à s'articuler et comment, dans la période contemporaine, disons à partir de la naissance du capitalisme au XIXe siècle, mais surtout au XXe siècle, le mot a fini par désigner une forme tellement dominante qui a fini par éliminer toutes les autres exceptions, que c'était ça l'un des points de dissensus avec Christophe Dejour, que je ne pense plus qu'aujourd'hui on puisse attribuer au mot de travail, si on ne reste pas dans des généralités, si on regarde concrètement ce qui se passe, on ne puisse plus lui attribuer un autre sens que le sens d'une aliénation fondamentale. Et donc, sauver le travail, le réorganiser, le rendre vivable, me semble être des thèmes qui sont voués à l'échec aujourd'hui. Je parle vraiment de façon historique, là, par rapport à la forme générale du salariat qui lui donne définitivement, dans la période contemporaine, un sens négatif, au point qu'on peut s'en libérer qu'en mettant fin à la thématique elle-même. C'est-à-dire que le mot de travail aujourd'hui ne peut pas, à mon sens, être employé autrement que comme un synonyme de salariat.
Et si on veut parler des activités qui ne sont pas, qui échappent ou qui parviennent à se marginaliser ou à s'accepter de la logique normative et aliénante du salariat, il faut trouver d'autres mots. Il faut trouver d'autres mots, et c'est là que on peut se servir de la langue française qui a toutes sortes de verbes, faire, agir, qui permettent d'introduire des disjonctions entre ces différentes activités et de sortir de cette normativité aliénante. Bon. Donc dans ce livre-là, voilà, j'ai insisté beaucoup sur les aspects concrets, négatifs, mortifères de ce qu'on appelle aujourd'hui le travail, en essayant de montrer que pour en sortir, c'est la logique entière du système du salariat qui doit être dénoncée, critiquée, renversée. Ça, c'est une autre question. Mais qu'en tout cas, toute idée de l'amélioration des conditions de travail, qui par ailleurs est une lutte totalement légitime, qu'il faut mener continuellement jusqu'au bout, sans jamais céder un pouce de terrain là-dessus. Là, je suis évidemment d'accord complètement. Cette idée d'amélioration ne peut pas ne pas se penser dans la perspective d'une suppression du travail. C'est un peu le paradoxe du livre. Je développe l'idée que une critique authentique du travail doit à la fois tenter de repenser son organisation, mais sous la domination de l'idée de son abolition. C'est évidemment une idée complexe, pas facile à tenir. Faire une chose en pensant son contraire, en quelque sorte. Améliorer le travail tout en pensant qu'il faut le supprimer. Mais c'est ces deux fils-là qui me semblent devoir être tenus jusqu'au bout. Bon, ce n'est pas facile. Je vais vous dire avant tout d'où je parle. Parce que la notion de travail, en fait, je pense, est très liée en fait, à sa trajectoire personnelle, sa famille et toutes les strates qui ont précédé l'individu. Donc, Bron, c'est un nom celte qui a rapport avec l'eau en général, le pont, l'eau. Enfin, on trouve beaucoup dans l'est de la France. Et mon père est d'origine franc-comtoise. Ça explique, entre parenthèses, le repas qu'on va manger tout à l'heure. Quand je remonte, en fait, l'histoire de ma famille paternelle, depuis 1600 et des poussières, les registres protestants du Doubs et de la Haute-Saône montrent que c'est une famille de paysans pendant des siècles. Et donc, comme 95% des Français, je veux dire, même des Européens. Donc il n'y a pas tellement de mystère. Et là, subitement, mon arrière-grand-père devient mineur. Et il meurt de ça d'ailleurs. C'était un travail harassant. Son fils, donc mon grand-père Théophile, est orphelin très tôt. Il est accueilli chez un ébéniste qui lui-même décède et il va travailler à l'usine chez Japy, dans l'est de la France. Il est tourneur. Et d'origine protestante, il rencontre ma grand-mère Juliette qui est catholique. Déjà, ça fait un débat interne dans la famille qui est assez intéressant et qui va se poursuivre après. Mon père est au départ un voyou, et il devient, je la fais brève, il devient commissaire principal de police. Et donc, dans la famille, on a suivi l'ère agricole, industrielle, fonctionnaire. Et là-dedans, mon père rencontre ma mère dans l'Est parce qu'elle
émigrée italienne, chassée par le fascisme. Et de son côté, c'est des agriculteurs depuis des siècles et qui se trouvent bombardés dans l'usine en question et on colle du travail dégueulasse aux ouvriers immigrés, notamment tremper les casseroles dans l'acide chaud avant l'émaillage. Et évidemment, mon grand-père, comment dirais-je, Emilio, et ma grand-mère sont morts de ça, parce que les poumons complètement rongés par l'acide. De mon côté, je nais à Tunis, parce que mes parents y étaient à l'époque. Jusqu'à l'âge de 9 ans, on a dû partir assez vite, même très vite, après la guerre de Tunisie, dont on parle très très peu, et qui a été en fait une sorte de prémisse à la guerre d'Algérie. Et en France, je suis complètement perdu, parce que tous les repères de môme ont été complètement effacés. Pour tout vous dire, à la maison, on parlait français évidemment, mais aussi italien avec ma mère, romagnol avec ma mère, c'est un dialecte très particulier, franc-comtois avec mon père, juif parce que les voisins du bas étaient juifs, arabe évidemment parce qu'on l'étudiait à l'école aussi, et j'ai encore des mots qui reviennent selon les sentiments et les émotions, ça sort encore aujourd'hui dans telle ou telle langue. Et mon père, avant de venir en France, a dit on va arrêter tout ça, il faut parler français. Et il nous a serinés pendant des jours et des jours pour parler correctement français, c'est-à-dire les « et » accents aigus, il fallait les prononcer « et », les « et » accents graves et les « et » accents circonflexes. Donc on a annonné ça pendant des jours et des jours, avant de partir avec des milliers de personnes sur des bateaux et arriver en France. Et là, je m'aperçois que personne ne prononce les « et » et les « et » comme il faut. Et donc ça a été une très grande stupéfaction de mon côté. Et à l'école, je ne suis pas bon du tout, je suis complètement déraciné, jusqu'à ce que je tente un concours qui était extraordinaire à l'époque, il l'est toujours, qui n'existe plus, qui s'appelait la Bourse de l'Aventure. J'ai 16 ans et je concours, je gagne le concours et on m'offre une bourse pour aller là où je veux, bourse très minime, et je choisis le Sahara. Et à 16 ans et demi, je pars en bateau vers Tunis, où je retrouve des marques, et je descends très profondément dans le Sahara, à la frontière libyenne et algérienne, très profond, tout seul. À 16 ans et demi, il n'y a pas de téléphone portable. Et je reviens 4 mois après à la maison. Ma mère était folle d'inquiétude, mon père était très fier. Et puis, si vous voulez, à 16 ans et demi, mes copains sont des mômes, mes profs aussi sont des mômes, et je suis complètement, une nouvelle fois, décalé, si vous voulez, par rapport à tout ça. Donc je redouble X fois, jusqu'à ce que, en terminale, je tombe sur une prof de maths extraordinaire, qui m'apprend que les maths est une langue, et qu'il faut jongler avec ces langues-là. Et j'ai tout compris parce que tout petit, je jonglais toutes les langues. Et donc j'ai eu des facilités de mathématiques tout à fait, comment dirais-je, hors norme à l'époque. Et je suis tombé aussi sur un prof de philo qui m'a ouvert les yeux sur la philosophie et la langue française, parce qu'à l'époque c'était le même prof. Et donc il fallait que je choisisse entre français, philo et puis mathématiques.
Et comme ma copine, à l'époque, a fait sciences, moi j'ai fait bêtement mathématiques. Voilà. Très longuement, pendant de nombreuses années. Et puis après, j'ai été absorbé immédiatement par l'industrie informatique parce que j'avais quelques dons de calcul numérique. Et j'ai inventé plein de choses dans des compagnies différentes. J'ai été vice-président d'une compagnie informatique française et européenne, délégué de la France à l'ONU pour des questions informatiques, délégué de l'Europe à l'ONU pour des questions informatiques. Et puis, dans les années 90, j'ai fait le tour de la question et je rencontre qui? Vincent de Gaulle-Jacques, avec qui on sympathise, on échange des choses. Je reprends à zéro mon orientation professionnelle. J'étudie avec lui les utopies. On écrit un bouquin ensemble qui s'appelle La gourmandise du tapis, j'y reviendrai plus tard, parce que c'est très très lié à l'imaginaire et au travail. Et puis je monte mon cabinet de consultant en management, et aussitôt je suis absorbé par ce qu'on appelle la sortie de crise. Et quand vous avez ça sur le front, eh ben, tout le monde vous appelle pour sortie de crise après, pendant 25 ans. Dans le monde entier, donc toutes les filiales françaises qui sont en crise et parfois en désespérance m'ont appelé pour régler des problèmes aussi bien industriels, commerciaux que juridiques, que pas sociaux. Je ne m'intéresse pas à ça. Parce qu'il y a des règles tout à fait banalisées aujourd'hui. Et donc mon travail, c'était sortir de crise industrielle et parfois commerciale. Voilà, donc d'où je parle. Et le travail prend des formes dans ma famille tellement différentes que je suis d'accord avec Bertrand. Je ne sais pas très bien ce que c'est en fait. Moi j'ai acquis par une culture familiale des strates successives qui font que du côté de tous les pecnos de ma famille, c'est inimaginable de ne pas travailler. C'est même la vergogne, c'est la honte, au sens du travail de la terre. J'ai acquis par des strates familiales aussi le goût du travail bien fait. Les Francs-Comtois sont connus pour ça. Ils sont horlogers, ils font des trucs extrêmement précis. Il y a une fierté incroyable à se dire c'est moi qui l'ai fait et ça marche. Et ça, c'est. Et puis il y a aussi dans les fonctions de recherche telles que le faisait mon père, la fierté de trouver, après enquête, ce qu'il fallait trouver. Et donc, dans mon esprit et de là où je parle, le travail est multiforme. Plus exactement, pour moi, j'ai appris que je ne pouvais pas faire un certain nombre de travaux ou un certain nombre de tâches. Si vous me demandez, par exemple, de gérer une situation acquise, je vais m'emmerder et je ne saurais pas le faire. Il me faut des choses, des ouvertures très grandes, des horizons, pour pouvoir en fait défricher et aller. Si vous me mettez à gérer des comptes, je ne saurais pas le faire. Je suis très très admiratif sur les gens qui savent le faire, parce que, heureusement qu'ils sont là, parce que s'il n'y avait que des gens comme moi, la vie serait insupportable. Donc voilà d'où je parle. Bonjour, moi je m'appelle Arnaud Bertina et je n'ai pas plusieurs casquettes, j'en ai même qu'une. À certains moments ça me désole un peu parce que j'aimerais bien être capable d'envisager ce que je suis ou ce que je fais depuis complètement un autre angle, mais voilà, je suis strictement romancier.
Et j'essaye de faire de ce défaut, c'est-à-dire d'avoir qu'une seule casquette, une seule identité, j'essaye de faire de ce défaut une force, c'est-à-dire l'obstination à travailler justement ce terrain-là, le terrain du roman, le terrain de la fiction, de la littérature. Et je me dis qu'à force de concentration sur cet objet-là, de la littérature, je peux peut-être regagner cette diversité qui me manque au point de départ, quoi. C'est-à-dire, à force d'écrire, arriver à en permanence multiplier les points de vue, alors que je ne les ai pas au départ, je n'ai pas cette multiplicité de points de vue au départ, j'essaye de la retrouver dans l'écriture. Je pourrais, dans mon rapport au travail, en fait, dire cette petite chose toute simple. Je n'ai été salarié qu'un an dans ma vie. Quand j'ai eu mon CAPES, j'ai fait mon année de stage, donc à l'intérieur de l'éducation nationale. J'ai démissionné à la fin de l'année de stage, donc je n'ai eu qu'une année de salariat. Le reste du temps, je gagne ma vie en bricolant, c'est-à-dire en additionnant des piges à droite à gauche, des conférences, des bourses, des résidences, des ateliers d'écriture, etc. Et très très vite, ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que en arrivant à échapper au salariat, je n'échappais quasiment à aucune servitude liée au travail. Et ça, c'est peut-être quelque chose sur quoi on va revenir beaucoup, quoi. C'est-à-dire sur les formes plus pernicieuses de servitude. Quand on arrive à se débarrasser du salariat, elles restent encore toutes, elles sont encore toutes là, quoi. Et c'est pas juste lié à la nécessité de gagner sa vie, c'est beaucoup plus sournois que ça. Pour prendre le pas d'Alain et dire d'où je parle, je ne vais pas en passer par ma biographie, mais juste ce petit point-là qui va permettre de caractériser un petit peu le type de livre que j'essaie d'écrire. J'ai d'un côté un grand-père chirurgien et de l'autre côté un grand-père ouvrier chauffagiste. Aucun des deux ne m'a jamais trop parlé de son rapport à son travail. Ça n'était pas vraiment un sujet, c'était pas un objet de transmission, cette question-là. En revanche, ce que j'ai hérité d'eux, et notamment du grand-père ouvrier chauffagiste qui était taiseux, qui parlait pas, mais j'ai hérité de lui cette chose considérable qui était la situation de l'immigré en France dans les années 20, 30, 40. À base de petites vexations. Il ne m'a jamais raconté des insultes ou des humiliations très violentes, mais je comprenais, sur la base de petites anecdotes qu'il pouvait raconter, je comprenais en fait quelle avait été cette vie-là d'immigrés italiens dans le Paris des années 30. Et ça, en revanche, ça m'a marqué très très profondément. Et c'est ça qui a décidé un petit peu de mon parcours en littérature. Alors que lui était complètement loin de ça, au sens où, alors je peux le dire maintenant, je ne sais pas si je pouvais le dire aussi clairement au tout début quand j'ai fait mon premier livre en 2001, mais essayer de faire dans la littérature une place aux formes d'humiliation qui peuvent être liées comme ça à des assignations par l'identité, à des assignations par le travail, etc. C'est-à-dire pour moi la littérature est une façon de répondre à l'humiliation, est une façon de lutter contre tous ces moments où la vie est humiliée. Alors, une fois qu'on a dit ça, ça peut sembler être un geste militant, mais en fait ça ne l'est pas, puisque la littérature, c'est comme n'importe quelle pratique artistique, de création artistique, c'est chercher le beau, quoi. Enfin, c'est dit de manière un peu ronflante, mais c'est quand même ça que, c'est-à-dire que quand j'entre dans un livre avec l'intention peut-être de décrire une partie du monde du travail ou oui, c'est un des petits objectifs, mais ça n'est pas l'objectif principal. L'objectif principal, c'est, tout en m'emparant de ce sujet-là, c'est d'essayer de faire avec ça une œuvre littéraire qui pose la question qui cherche la beauté, quoi. Pas qui pose la question, mais qui cherche la beauté. Donc ça ne fait pas de moi un spécialiste du monde du travail, pas du tout. Ça ne fait pas de moi non
plus un militant à proprement parler, quand bien même on dit que mes livres sont engagés. En revanche, il me semble que cette ambition-là, chercher quelque chose d'émouvant, chercher une forme de beauté, doit pouvoir se trouver, y compris sur ces sujets-là, doit avoir voix au chapitre, y compris sur ces sujets-là, qui peuvent sembler des sujets un peu ingrats, etc. Et ça, je l'assume, je l'affirme pour deux des livres avec lesquels je suis venu, c'est-à-dire à la fois Des châteaux qui brûlent, que vous aviez mis en lecture, mais aussi un plus récent qui est sorti au mois d'octobre, qui s'appelle Ceux qui te supportent, et qui lui est un récit documentaire sur le combat d'ouvriers de la Creuse entre 2010 et aujourd'hui. Donc est un récit documentaire, donc il pourrait passer encore plus pour un travail d'enquête et de journaliste, voire un travail militant, alors que là encore, je le fais en me disant je suis romancier, donc je n'y mets aucune fiction dans ce second livre. En revanche, c'est toujours en interrogeant la littérature, c'est-à-dire c'est toujours en me posant la question de répondre à la vie humiliée et de le faire d'une manière qui relève de la littérature, c'est-à-dire d'un travail sur la langue, d'un travail sur les formes de représentation, etc. Donc voilà, je ne documente pas de manière frontale le monde du travail, je n'en fais pas une critique précise, mais il y a cette tension dans l'écriture littéraire, que ce soit le poème ou la fiction, la prose, etc. C'est une tension vers la description, quoi, une description sous toutes ses formes. Et j'ai le sentiment que c'est à cet endroit-là que la littérature peut faire entendre une voix, c'est-à-dire justement dans cette espèce de passion de la description, c'est-à-dire décrire les corps à l'œuvre, décrire les modalités du travail, etc. Et d'en montrer tout ce qui n'est pas si facile à voir, tout ce qui n'est pas si visible, d'essayer de le faire remonter un peu à la surface et de le mettre au pot commun, quoi. Je peux prendre un petit exemple juste pour que ce soit pas trop abstrait ce que je viens de dire. Dans Ceux qui te supportent, à un moment, je fais entendre la voix d'un homme, Franck Caria, un GMIS, donc de la Creuse, qui est quelqu'un qui est à mon âge, qui est quelqu'un de très, très calme, une voix très douce, qui est quelqu'un qui a, je pense, été très, très timide. Et il me raconte, un jour, ils sont une soixantaine à partir à Paris en bus, et pour aller manifester devant le showroom de Renault et de Peugeot, qui étaient les donneurs d'ordre de cette usine d'emboutissage en Creuse. Et ils se font évidemment chasser par les CRS et ils décident de bloquer la place de l'Étoile. Donc ils font le tour 2 fois de la place de l'Étoile, ils décident de descendre les Champs-Élysées, ils bloquent un petit peu la circulation sur les Champs-Élysées. Et Franck me décrit ce moment où ils ont mis un pied sur la chaussée, c'est-à-dire ils ont quitté le trottoir pour la chaussée. Et il me parle de ça, ça remontait, quand il m'en parle en 2017, ça faisait 4 mois qu'ils avaient fait ça. Et il m'en parle avec une émotion et une joie et encore une excitation incroyable. Et sur le moment, quand je retranscris les entretiens que j'ai eus avec eux, je me dis, bon, ok, t'as pas posé une bombe à l'Élysée, quoi, t'as bloqué la circulation sur les Champs-Élysées. Et en fait, je pense 2 ou 3 heures après, je me suis repris tout seul, je me suis dit, mais non, mais au contraire, c'est hyper important en fait ce qu'il me dit là, c'est-à-dire, et de la façon qu'il a de me le dire, c'est-à-dire justement cette excitation et cette joie d'avoir fait ça. C'est-à-dire en fait, il a fait quelque chose qui est à peine hors la loi, qui est vraiment très très peu, et pourtant ça a provoqué cet enthousiasme-là. C'est donc qu'il y a chez lui, et ensuite je l'ai vérifié chez tous ses collègues, il y a une obsession pour l'honnêteté et la légalité, qui est justement un message, qui est quelque chose à dire. C'est-à-dire, ben voilà, les soi-disant Gaulois réfractaires qui n'aiment que foutre le bordel au lieu de travailler, et ben en fait non, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que ce sont au contraire des gens qui veulent à tout prix, dont la fierté ne peut se trouver qu'à cet endroit-là, c'est-à-dire rester honnête, droit, légal, etc. Donc ça veut dire que ces hommes et ces femmes prenaient sur eux une charge, pour le coup, une sorte de charge mentale, morale, colossale qui était liée à leur travail.
Donc voilà, je me dis, bah tiens, voilà, c'est là que j'ai un rôle, c'est d'écrire ça. C'est-à-dire pas être dans l'idéologie, pas être dans le jugement en disant, oh, c'est pas grand-chose d'avoir bloqué les Champs-Élysées pendant 1 heure, mais au contraire d'être dans la description et de rendre justice, d'essayer de comprendre pourquoi il y a cette excitation chez cet homme à ce moment-là pour quelque chose qui pouvait, dans un premier temps, me sembler un petit peu dérisoire. Donc voilà, moi, voilà, je suis ni spécialiste, ni du monde du travail, ni en capacité de surplomber cet objet-là, mais en revanche, en le décrivant, et peut-être même en décrivant des choses que je ne comprends pas, mais justement en étant modeste avec ces choses-là et en les décrivant quand même, j'essaye à la fois de relever un peu la vie humiliée, et de l'autre côté, en la relevant, d'essayer peut-être de traquer des formes de beauté. Alors, bon, le procès de travail, on peut le penser de toutes sortes de façons. Il y a des concepts très anciens qui dominent globalement encore aujourd'hui la façon de le concevoir. Je schématise un peu de façon rapide, mais bon, Aristote, je remonte très loin, dit que penser l'activité humaine, c'est penser essentiellement à partir de ses fins. Il faut savoir quelles sont les fins de l'activité. Et pour réaliser ces fins, il faut comprendre les moyens dont on a besoin, qu'il faut mobiliser pour les réaliser. C'est donc une pensée binaire. Il y a des fins, il y a des moyens. Et autrement dit, l'activité est pensée comme une application d'une théorie. L'activité est pensée comme un processus qui dépend entièrement d'un certain nombre d'idées prescriptives, de normes, qui doivent être appliquées. Et à partir de ce moment-là, la question de ce rapport binaire fait complètement abstraction de ce qu'il y a de concret dans le processus de travail, dans le processus d'effectuation, on va dire, à savoir le fait que entre le projet, le plan, l'intention, l'idée, et puis son effectuation, il y a toujours, et ça c'est une des choses que de jour a beaucoup analysé, il y a toujours un écart, une inadéquation, une rencontre, une situation d'indétermination momentanée, au cours de laquelle les individus au travail trouvent les moyens de faire correspondre ces moyens à cette fin. Donc une période, un moment, un espace d'indétermination et d'improvisation et d'invention qui est imprévisible et dépendant toujours de circonstances, à la fois les circonstances dans lesquelles se passe le processus, mais aussi des circonstances individuelles. Bon. Il y a 36 moyens de passer de l'idée à sa réalisation. Et dans ce qu'on appelle un métier, au sens féodal, au sens ancien régime, cet espace, ce passage, reste justement toujours un espace d'opacité. Il est toujours décrit dans les termes de génie du métier, termes mystérieux, mystiques, artistiques. Bon. Mais en même temps, c'est le moment décisif parce que c'est là que le passage s'effectue, que la chose va avoir lieu. De jour explique très bien justement que si on applique sans inventer les moyens de passer, bon, en fait, en général, ça rate. Tout le livre
l'extraordinaire petit livre de Robert Linhart qui s'appelle L'Établi, et qui raconte l'histoire de ce personnage qui est au centre de la chaîne et qui redresse les pièces de la chaîne et rate. Il incarne ce moment d'improvisation quasi inexplicable. Bon. C'est un livre extraordinaire sur le travail. Alors, ce qui caractérise ce qu'on appelle aujourd'hui le travail, qui est complètement inféodé à l'évaluation individuelle des compétences, ça consiste justement à apporter un éclairage normatif et mesurable, et quantifiable, sur cette zone qui, en réalité, ne fonctionne que si elle n'est pas mesurée, que si elle est laissée à l'improvisation des individus et du moment. Et on s'aperçoit alors que c'est quelque chose de très intéressant, que dans le travail au sens moderne du terme, il y a une tension perpétuelle entre la domination de l'effectivité, de l'effectuation, de la réussite, du résultat, et puis par ailleurs, la domination des personnes et de leur comportement. Et dans le travail, dans le processus de travail, c'est aussi important qu'il ait lieu, comme processus qui aboutit à un produit conforme, que comme processus dans lequel les individus sont perpétuellement soumis à des normes de comportement, qui ne sont pas forcément d'ailleurs les plus efficaces, les plus performantes, et dans les entreprises, la tension est perpétuelle entre, c'est ce que raconte L'Établi de Linhart, quand on supprime le rôle de ce personnage qui est au milieu de la chaîne, ça va moins bien du point de vue de la production, mais ça va mieux du point de vue de l'ordre et de la domination des employés. Il représentait une espèce d'anomalie, d'exception, de zone d'indétermination, et finalement il décide de le supprimer parce que ce qui compte le plus, c'est que tout soit quantifiable, tout soit mesuré, tout soit évalué. Et ce refus de l'inévaluabilité, c'est-à-dire de ce moment où les individus reprennent pied en tant qu'individus concrets, vivants, libres, dans le processus de travail, tend à être éliminé. Et cette zone-là, cette tierce zone, entre le projet et son résultat, c'est une zone très intéressante parce que c'est une zone qui en fait est une zone politique. C'est une zone où les individus sont ouverts non pas seulement à des normes techniques, mais sont ouverts aussi à des normes, je dirais, historiques et solidaires et collectives, c'est-à-dire à une expérience, à la connaissance de ce qu'ils ont entendu dire, à la fréquentation d'autres, à la solidarité. Bon. Et cette zone de solidarité, c'est une zone capitale parce que c'est l'endroit où, en quelque sorte, tout le collectif de travail se réinvestit, réapparaît et fait disparaître l'individualisation abstraite dans laquelle on conçoit le travail comme norme qui prescrit à un individu d'accomplir sa tâche. En fait, ce qui apparaît dans cette zone tierce intermédiaire, c'est que l'individu n'accomplit sa tâche qu'en fonction d'une situation, en fonction d'une histoire, en fonction d'un rapport aux autres. C'est tout l'atelier qui est présent là dans toute son histoire, tous les échanges, les rencontres, les conseils, le soutien. Bon. Et c'est ça qui est actuellement attaqué, invalidé par les procédures d'évaluation qui portent sur la méthode, sur les méthodes, et qui aboutit de proche en proche à ce que De Jong a analysé à travers les problèmes des suicides au travail, qui sont toujours des suicides qui émanent du fait que on vient normer et juger négativement et empêcher
là où les individus sont le meilleur, sont le plus forts dans leur improvisation. Et cette tension où on voit que finalement le capitalisme est toujours autant peut-être plus intéressé au maintien de l'ordre dans un corps productif qu'à sa réalisation technique concrète. Les deux sont toujours là, mais il y a toujours une espèce de tendance à dominer les comportements individuels plutôt qu'il vaut mieux qu'ils soient soumis à la limite plus qu'efficace, voilà, à la limite. Et là, ce serait intéressant à ce stade, parce que ça fait écho à ce qu'on peut lire et dans Les Châteaux qui brûlent et dans 26e étage, que Arnaud ou Alain puissent peut-être rebondir à ce stade-là de la réflexion, qui souhaite... Arnaud ? Oui, alors je vais peut-être être un peu brouillon, mais quand tu parles de tierce zone, moi ça me fait tout de suite penser à un livre ça va peut-être te faire dresser les cheveux sur la tête, mais parce que c'est de la philosophie très hétérodoxe, je crois, le traité du zen et de l'entretien des motocyclettes de Pirsig. Ah oui, c'est quoi, oui. Qui pour moi vraiment est un livre vraiment fascinant. Et en fait, Pirsig essaye de dire que, il essaye de montrer qu'il y a en Occident une philosophie du sujet, du côté de l'Orient une philosophie de l'objet, et que en fait l'une et l'autre sont allées dans des impasses, dit-il, et que en fait il faudrait arriver à penser une tierce approche qui serait ce qu'il appelle la philosophie de la qualité. C'est-à-dire la qualité en fait s'évaluera que en fonction des deux objets ensemble, de l'objet et du sujet, et non plus simplement le sujet contre l'objet ou l'objet contre le sujet, quoi. Et en fait ce truc-là, je trouve que c'est effectivement pourquoi ça me semble être un très bon outil de parler comme ça de tierce zone ou de troisième acteur, c'est que c'est que ça évite d'être dans un truc manichéen d'affrontement des positions. Et moi, en travaillant avec les GMIS, pour le coup, en Creuse, j'ai été vraiment invité par eux à ne pas être dans une pensée manichéenne du travail, quoi. Et par exemple, j'étais face à des hommes, principalement, qui travaillent tout le temps, non-stop, et qui ne se plaignent pas de travailler non-stop. Et qui tirent... Alors, travailler non-stop, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour ceux qui commencent à 5h30 du matin et qui terminent à 13h, et bien ensuite ils ont une deuxième journée de travail. C'est-à-dire ils ont leur bois, ils ont leurs animaux, etc. etc. Ouais, et ils n'arrêtent jamais. Mais en fait, je voyais vraiment dans leur façon de décrire leur journée, de décrire leur rapport à l'usine ou alors leur travail plus individuel chez eux, comme étant vraiment, je ne crois pas du tout les trahir en disant ça, comme étant une espèce de source de joie, c'est peut-être trop fort, mais de plaisir. Et non pas justement la caricature ou l'a priori que moi je pouvais avoir, c'est-à-dire l'usine comme un lieu d'asservissement, etc. Et bien en fait non, j'ai plus vu des hommes qui y voyaient des formes possibles d'épanouissement, et même s'ils ne l'avaient pas théorisé, c'était ça que leur corps disait quand ils m'en parlaient, quoi. Et notamment, par rapport à ce que tu disais de l'évaluation et du regard normatif, et bien en fait, en t'écoutant, je me disais, tiens, c'est étonnant parce que je ne les ai jamais entendus me parler de ça. Par exemple, je ne les ai jamais entendus me parler, disons, de l'équivalent d'un contremaître qui viendrait là pour justement évaluer, disqualifier leur travail, etc. Après avoir passé 4 années à les écouter, je peux presque dire qu'ils étaient tous un peu autonomes dans leur travail. Et donc, résultat, la motivation pour bien faire, ils la trouvaient en eux, en fait. C'est-à-dire qu'elle ne leur était pas imposée de l'extérieur, ni à coup de gratification. Alors que là, il s'agissait, par exemple, donc c'est une usine d'emboutissage, donc il s'agissait de bobines de métal auxquelles il fallait ensuite donner une forme. Et ben, je les ai souvent entendus décrire leurs propres recherches pour améliorer ce qu'ils étaient en train de faire, pour améliorer la machine, etc. Par exemple, l'un d'entre eux me parlait de l'apparition à l'intérieur de l'usine autour de 95-2000
du lean management, donc l'idée qu'il faut essayer de traquer, enfin vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais de traquer tous les temps morts, etc., et d'essayer de faire en sorte que vraiment Donc a priori, nous, quelque chose qui peut un peu nous horrifier, parce qu'on a le sentiment vraiment qu'à ce moment-là, le salarié est vraiment comme un citron pressé et qu'on ne va pas lui laisser un instant de repos, et bien en fait, eux, ils me disaient que dans un premier temps, ils ont accueilli ça de manière curieuse, intéressée, pourquoi pas, voyons voir, etc. Et qu'en fait, l'évaluation n'intervenait qu'en bout de course, c'est-à-dire non pas avec quelqu'un qui regarde par-dessus leur épaule, mais eux, ensuite, une fois le travail terminé, de dire, eh ben maintenant, qu'est-ce que l'usine va en faire? C'est-à-dire, qu'est-ce que l'entreprise va en faire? Et c'est là que tout d'un coup, il pouvait y avoir un chambardement colossal dans la totalité de l'entreprise et du site. C'est, puisque nous avons bien travaillé, si eux, derrière, dans les bureaux, ils n'arrivent pas à vendre ce travail qui est bien fait, si les stratégies commerciales inventées par les actionnaires, etc., sont foireuses, etc., là, on sera furieux. Et là, par contre, on sera furieux d'avoir été... Et là, on se sentira même pas exploité. Je crois que j'ai jamais entendu ce mot-là dans leur bouche. Mais par contre, on sera furieux. Oui, voilà, trahi. Voilà, ce serait beaucoup plus ça. Voilà. C'est-à-dire, on a accepté de donner énormément et on l'a fait volontairement et on n'a rien à redire à ça. En revanche, si c'est les autres ensuite qui sabotent notre boulot, alors là par contre, ça ne va pas du tout. Si bien qu'en fait, au fil des années, et ça, j'ai trouvé ça passionnant aussi sur la question de l'évaluation, en fait, c'est eux qui, depuis que l'usine dysfonctionne, c'est-à-dire à peu près autour de 2000, c'est eux qui étaient dans une position d'évaluation en permanence des directions successives et des stratégies mises en place par les directions successives. Et donc, ils devenaient des experts, non pas simplement des pièces qu'ils devaient fabriquer, mais ils devenaient des experts de la totalité de ce travail-là, quoi. C'est-à-dire depuis les stratégies commerciales, la conception de la pièce, la fabrique de la pièce et ensuite sa commercialisation et le rapport à une économie globale. Donc j'étais face à des types qui avaient eu des parcours scolaires complètement chaotiques, inexistants, qui se pensaient être des nuls intellectuellement et qui en fait avaient une capacité à décrire la totalité du processus que moi je n'ai même pas pour mes propres objets. Donc c'est assez intéressant de voir que dans ce cas, juste dans ce cas, l'évaluation, c'était les salariés eux-mêmes et non pas... La reconnaissance de cette zone d'autonomie produit une intelligence collective. Et voilà, exactement. Et ça, c'est fascinant à décrire. Bien sûr. Alain, tu souhaiterais rebondir par rapport à ce qui vient d'être discuté? Oui. En écrivant ce livre, j'ai eu un problème parce que les matériaux dont je disposais, c'est-à-dire 50 ans de travail et des rencontres avec des centaines de personnes, j'avais des centaines de personnages, peut-être plus. Et je me suis dit à un certain moment, tu sais beaucoup de choses, mais en réalité, tu sais rien. Et puis un beau matin, j'ai tout envoyé balader parce que ça ne me satisfaisait pas sur le plan de la description, sur le plan littéraire, ça collait pas. Et subitement j'ai eu l'idée de mettre un personnage qui, comme moi, ne voyait rien. Et j'ai introduit un personnage aveugle. Et ce personnage aveugle dans l'entreprise, je l'ai fait en fait évaluer le travail des autres. Et il y a un passage dans le bouquin où son chef essaye de faire une évaluation du travail de l'aveugle. Et là, ça devient ubuesque, parce que l'aveugle n'est pas du tout dans les normes des autres salariés. Et c'est par ce décalage, en fait, de présentation de l'homme aveugle par rapport aux autres que j'ai essayé de montrer l'absurdité des évaluations. Pour ceux qui ont lu le bouquin, il y a un passage qui est clé, qui est en fait un dialogue de sourds entre l'aveugle qui essaie de montrer qu'il a fait tout son boulot correctement et l'autre qui essaie de le titiller sur des chiffres, sur des évaluations numériques qui sont absurdes, absolument... voilà. Et ce travail d'aveugle,
m'a permis après en permanence de montrer le décalage qu'il y a entre ceux qui travaillent et ceux qui réfléchissent à l'avenir. Et comme par hasard, dans le bouquin, l'aveugle est le plus clairvoyant, et c'est celui qui va en fait trouver les vraies motivations de ses propres, de leur propre hiérarchie. Au passage, sur le plan de la description, ça arrive dans tous mes bouquins. Il y a toujours des personnes fragiles, toujours des personnes qui sont vulnérables. Et ça vient encore une fois, c'est la règle du pouce, comme on dit en peinture, ça vient mettre la proportion de tout le reste. Pour un écrivain, c'est très compliqué d'écrire un aveugle. Et je me suis appuyé sur une association qui s'occupe des aveugles. Et là, j'ai trouvé des gens magnifiques. Il n'y a pas plus doué d'humour que les aveugles. C'est un humour très particulier. Et ils sont toujours souriants. Et ils vous montrent en permanence que vous n'êtes pas grand-chose finalement. Et le premier exercice qu'ils m'ont donné à faire pour rentrer dans la peau d'un aveugle, c'est qu'ils m'ont bandé les yeux et ils m'ont demandé de traverser le boulevard Sébastopol. Je peux vous dire que j'ai eu peur dans ma vie, mais là j'ai eu vraiment peur. Parce qu'il n'y a plus aucune sensation de certitude. C'était avant ou après les voies pour cyclistes? Parce que c'est devenu encore plus dangereux. C'était avant parce que aujourd'hui c'est atroce parce que même pas aveugle, vous savez pas comment traverser en fait. Il faut regarder dans tous les sens, y compris sur le trottoir. Enfin bon. Et donc j'ai mis beaucoup de temps à rentrer dans le personnage, des mois avant de trouver une écriture pertinente. Idem pour se raser. Quand vous êtes aveugle et que vous voulez vous raser, vous faites comment? Et donc, pendant des mois, ma femme devenait folle parce que j'essayais de trouver des gestes et de transcrire des gestes qui n'étaient pas les miens. Voilà, donc tout ça pour dire que l'évaluation au travail, pour moi, ne peut se faire que si la tâche en question a un lien avec la finalité de l'entreprise elle-même. C'est-à-dire que c'est pas forcément quantitatif au nombre de tâches évaluées dans la journée. C'est finalement qu'est-ce qui s'est passé en un an qui pourrait être positif pour quelqu'un ou pour l'entreprise. Quand vous le voyez comme ça exclut toutes les évaluations numériques et quantitatives microscopiques. En gros, on n'en a rien à foutre. Ce qui compte à la fin, c'est quel est l'apport global et positif qui a été donné. Et pas tellement la numération des tâches microscopiques qui ont été faites. Et ça, c'est très difficile à faire comprendre au management, au moyen surtout. Très compliqué. Parce qu'ils sont payés pour faire ça. Alors, ce qui est très intéressant, c'est faire le rapport avec l'école. Parce qu'à l'école, c'est exactement la même chose. L'accent est complètement mis sur l'évaluation des individus pas à pas. Alors qu'en réalité, ce qui compte, c'est qu'au bout du compte, à la fin de l'année, il y a un collectif qui est la classe, qui est finalement intégré et après à manipuler un certain nombre de connaissances. Bon. Et si on s'évertue à mesurer pas à pas le parcours, moment après moment, en découpant le temps selon les contrôles successifs de chacun des individus, on tue complètement la dynamique collective.
on ne mesure rien, sinon des processus artificiels, puisque chacun apprend à son rythme, à sa façon, etc. Et on fait porter l'attention sur ce qui justement est le contraire de l'apprentissage. Et ça, c'est l'absurdité totale du système scolaire actuel qui tue les processus d'apprentissage en individualisant les évaluations. Ben ça, je veux bien prendre la suite là, parce que tout à l'heure aussi, quand tu citais Linhart, en mentionnant ce poste qui était supprimé, c'est-à-dire en fait l'usine, c'est Citroën en l'occurrence pour Linhart, acceptant que en fait, le travail soit peut-être moins bien fait, plutôt que de laisser une marge d'invention et d'intelligence aux gens qui sont sur la ligne de production. J'ai 2 exemples de ça, j'ai 3 exemples en fait. Il y a dernièrement, je pense que c'est un livre ou une enquête, un documentaire, je ne sais pas, assez passionnant qui a été fait sur un cas d'école, c'est l'usine Ford, enfin qui dans les années 70 a produit une voiture dont on savait que les réservoirs étaient défectueux, qu'il y avait un problème dans l'alimentation en essence, et que potentiellement ça pouvait créer des explosions. Et bien en fait maintenant il y a tous les documents historiques pour prouver qu'ils le savaient avant même de la commercialiser, et qu'en fait ils sont passés par des cabinets de conseil pour savoir quel était le risque, si par exemple il y avait des accidents, si de fait des voitures prenaient feu, qu'est-ce que ça leur coûterait. Et bien en fait ils ont évalué que ça leur coûterait moins cher de dédommager les victimes plutôt que de reprendre toute la production. Et donc effectivement, il y a eu des procès, notamment un procès pour 4 filles qui sont mortes, qui n'ont pas réussi à sortir de la voiture et qui sont mortes brûlées dans la voiture. Les familles ont été dédommagées, peut-être, je dis n'importe quoi, à hauteur de $1 million chacune. Mais en fait, c'était rien du tout par rapport à ce que ça aurait coûté à faire. Donc là aussi, c'est-à-dire, une intelligence avait fonctionné puisqu'il y avait eu des systèmes d'alerte pour dire ça ne va pas, c'est pas de bonne qualité. Mais effectivement, il y a un truc de normalisation folle qui s'opère et qui dit non, on lisse ça, on ne veut pas en entendre parler. Votre intelligence qui vous amène à distinguer quelque chose là-dedans, ça n'existe pas, l'entreprise n'en a pas besoin. Je passe à France Télécom parce que j'ai suivi le procès, la première version du procès France Télécom qui maintenant va passer en appel là. Et bien, ce qui a été fantastique dans l'ensemble des témoignages des personnes des familles qui ont eu dans leur famille quelqu'un qui s'est suicidé et qui bossait pour France Télécom, tous les témoignages allaient à peu près dans le même sens. Qu'est-ce qui leur est arrivé à ces salariés-là? Ils étaient fiers d'avoir une mission de service public, ça donnait du sens à leur boulot. Et ensuite, ils se sont retrouvés donc, dans une culture d'entreprise privée où, explicitement, on leur demandait de mentir aux gens au téléphone. On leur demandait de vendre des produits qui étaient pourris, des abonnements qui ne tenaient pas leurs promesses, des connexions Internet qui ne marcheraient pas, etc. Ils le savaient en interne que c'était des produits pourris. Et de devoir mentir aux gens, pour eux, c'était une vexation, mais fondamentale. C'est-à-dire tellement fondamentale que certains d'entre eux sont allés jusqu'au suicide. Alors, c'est pas uniquement pour cette raison-là, c'est aussi parce qu'ils étaient placardisés, c'est aussi parce qu'ils n'arrivaient pas à accepter plein d'autres changements à l'intérieur de la boîte, mais notamment ça c'est la vexation fondamentale, me retrouver à mentir, etc. Donc là encore, leur pertinence, leur marge d'apport au travail est complètement niée. Et ils décrivaient tous des process ultra standards avec des textes écrits en permanence, là où avant ils avaient justement, c'était leur propre voix, c'était leurs propres mots. Et enfin, pour finir là exactement sur ce que tu viens de dire par rapport au groupe classe qui se retrouve morcelé et empêché d'exister parce qu'on n'évalue que des individus au fil du temps, j'ai cet exemple justement d'intelligence collective à nouveau avec les GMES en Creuse. Et en fait, ils passent commande à leurs différents sous-traitants, ils leur disent voilà, on va faire une nouvelle voiture, donc équipez-vous pour répondre à nos demandes, on va vous passer des commandes importantes parce qu'on veut que cette voiture réussisse. Et en fait, tout de suite, donc résultat, là, les GMES en Creuse investissent, c'est leur dernier très gros investissement, ils investissent dans toute une série de machines censées leur permettre de produire ces nouvelles pièces. Et la Modus, c'est un four tout de suite, ça marche
absolument pas. Ils avaient certains objectifs, ils sont à, je crois, à 20% des objectifs. Enfin, bref. Donc, au bout d'un an, Renault décide de l'arrêt de la production. Et évidemment, comme il y a le système de la sous-traitance, Renault se fout complètement des conséquences pour tous les sous-traitants. C'est le principe de la sous-traitance, c'est d'avoir les mains propres en permanence. Et les GMS se retrouvent avec ces machines qu'ils ont achetées, et en fait, ils n'ont absolument pas le choix. Ils doivent absolument faire quelque chose. Sinon, la boîte crève de cet investissement colossal qu'ils ont fait une dernière fois. Et bien, ils s'y sont tous mis. Il n'y a pas d'ingénieurs sur place, ou très très peu. Et donc, c'est vraiment les manœuvres même qui s'occupent des presses qui ont réinventé ces machines-là, qui en ont changé la destination pour dire voilà, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment est-ce qu'on pourrait continuer de les utiliser alors qu'on n'a plus ces pièces d'origine à produire. Et ils ont réussi à le faire. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont réussi à faire que la boîte ne meure pas de cette erreur faite par des grands ingénieurs ailleurs. Et là encore, c'était justement un motif de satisfaction. D'abord, ça manifestait cette intelligence collective-là, et puis donc un motif de satisfaction incroyable sur le plan intellectuel quoi, pour ces mecs-là. Donc là encore, à chaque fois qu'il y a du collectif qui s'exprime, on va le supporter uniquement si c'est justement dans une situation de crise, c'est-à-dire si la boîte peut y passer, mais sinon le reste du temps, le collectif ne doit surtout pas manifester son intelligence. Ça ne doit pas se savoir qu'en fait il y a une intelligence à disposition colossale. Oui, parce que les enjeux sont politiques. Voilà, et donc voilà, c'est idéologique exactement, et c'est ce que tu décrivais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire la boîte, normalement, les gens qui dirigent la boîte devraient se dire « c'est dans mon intérêt, je vais laisser cette intelligence s'exprimer ». Et en fait, non, c'est presque un truc anthropique, c'est-à-dire eh ben, peu importe si c'est morbide, mais je vais de toute façon empêcher que ça s'exprime. Je ne veux pas que ça s'exprime. Un dernier exemple qui va dans ce sens-là, Unilever, qui est donc un immense groupe agroalimentaire, immense, j'ai aucune idée du chiffre d'affaires, mais c'est faramineux. Ouais. Avait notamment donc une petite usine du côté de Marseille qui était donc les Fralib, et ils décident de délocaliser en Pologne et de vendre les machines à la Turquie. Les Fralib se dressent contre ça, empêchent pendant 4 ans que ça ait lieu, et Unilever va dépenser 8 millions, j'ai mis les chiffres dans ceux qui te supportent, va dépenser 8 millions d'euros en 4 ans, juste pour que ça n'ait pas lieu, alors qu'en fait, évidemment, ça n'aurait pas été un concurrent. C'est-à-dire que s'ils avaient continué à produire les petits sachets de thé qu'ils produisaient sur le site de Gemnos, ça n'aurait jamais été un concurrent pour Unilever. Donc en fait, l'objectif était uniquement idéologique. Il ne fallait pas prouver que ces mecs-là, organisés en coopérative, les anciens ouvriers, étaient capables de s'en tirer tout seuls. Et bien, pour ce combat-là, pour empêcher que cette démonstration soit faite, ils ont été prêts, ils ont dépensé 8 millions d'euros en 4 ans. C'est faramineux. Et donc là, on voit bien que c'est uniquement idéologique, c'est pas du tout pragmatique. Quoi. Il ne faut pas que cette démonstration soit faite. Est-ce qu'on peut en faire Alors c'est une question qui est vraiment capitale d'un point de vue théorique, mais aussi d'un point de vue pratique, parce que c'est au fond ces deux termes d'injuste et d'intolérable, de justice, d'intolérabilité, ce sont des termes qui modifient le style de lutte politique dans lequel on peut s'engager. C'est pas la même chose de lutter au nom de la justice et de lutter en rapport avec quelque chose de l'ordre de l'intolérable. C'est pas tout à fait pareil. Donc les enjeux pratiques sont considérables, et il n'est pas très facile de distinguer ces deux registres qui sont en fait dans l'histoire sans cesse entremêlés. Donc si on les distingue, c'est pour le besoin de la cause, c'est de façon un peu artificielle, mais bon. Excusez-moi, vous voulez dire dans l'histoire du travail? Oui, dans l'histoire du travail, oui. Mais on va voir que cette histoire du travail, elle va très vite côtoyer et recouper ce qu'on pourrait appeler l'histoire des guerres, l'histoire de la violence, voilà, aussi. Pour dire les choses de façon très schématique, pour commencer, je dirais que
ces deux termes renvoient à deux registres qui sont celui de l'avoir et celui de l'être. Bon, je dis ça de façon très globale. La question de la justice renvoie à l'avoir et la question de l'intolérable à l'être. Alors, si on s'appuie sur... Bon, je m'appuie sur l'histoire médiévale, hein, parce que c'est quand même là que ça commence, en fait. Et notamment sur les travaux d'un historien anglais assez extraordinaire qui s'appelle Robert Ian Moore, qui a écrit un livre qui s'appelle... je ne sais plus comment c'est en anglais, c'est traduit par Histoire de la persécution en Europe, je crois que c'est là. En anglais, c'est Naissance des sociétés persécutives, je crois, c'est un terme comme ça. Moore montre que à partir du XIe, XIIe siècle, les sociétés occidentales s'organisent de plus en plus autour de l'invention et la désignation de catégories de population qui sont en quelque sorte des boucs émissaires qui servent à cristalliser la pseudo-responsabilité des transformations profondes que les dominants opèrent dans les sociétés occidentales. C'est-à-dire qu'ils sont en train de transformer en profondeur les structures sociales, les structures économiques, et ils en attribuent les conséquences néfastes, les méfaits, à des catégories de population qui en deviennent les pseudo-responsables. Alors, les lépreux, les sodomites, les juifs, etc. Donc là que ça... Et ces catégories font l'objet d'une persécution continue qui commence à cette époque-là et qui va durer jusqu'à aujourd'hui. Alors, une persécution qui n'est pas la même chose qu'une extermination. Alors, cette persécution, elle s'inscrit dans une logique de l'injustice, c'est-à-dire que elles correspondent à une organisation de l'économie, une perspective économique, une organisation de l'économie, de la production des richesses et de leur appropriation, d'où un certain nombre de catégories sont exclues. La devise fondamentale de l'époque, à laquelle Moore accorde une importance particulière, parce qu'elle est très frappante, effectivement, c'est la devise des commerçants de la Hanse, grande zone commerciale hollando-belge, bon, qui était navigare necesse est, vivere non necesse, c'est-à-dire la navigation, ça c'est indispensable, mais vivre, bon, il y a des gens qui peuvent légitimement mourir de la poursuite de la... Bon, c'est ça qui importe, c'est la circulation commerciale avant tout. Bon, le reste, la survie des individus importe peu. Mais c'est une survie qui est liée, donc un rapport vie-mort, qui est lié à une acquisition, qui est lié à une logique économique, qui est lié à une accumulation, une appropriation et une répartition inégale de richesses. Et à cette répartition inégale de richesses est liée une persécution et une exclusion factuelle de certaines catégories de population qui sont exclus, je dirais, pour les besoins de la cause économique. Bon. Cette logique-là, bon, qui a perduré jusqu'à aujourd'hui, en un sens, bon, voit se développer en parallèle, mais c'est pas la même chose, c'est pas identique, mais ça se développe en parallèle, une autre logique qui est en partie l'effet consécutif de la première, qui est que cette logique économique d'exclusion produit une dévaluation progressive de la valeur de l'individu. De plus en plus d'individus sont considérés comme pouvant être jetables. Et a contrario, cette production d'individus
sans importance, superflu, on pourrait dire superflu, va provoquer indirectement, à partir du 19e siècle, mais surtout au 20e siècle, une autre logique très différente, qui n'est plus économique mais qui est politique, qui consiste à focaliser l'énergie, on pourrait dire libidinale, qui organise la cohésion sociale autour de la question de l'identité. C'est-à-dire la recherche du fait de recouvrir une identité perdue à cause du développement du capitalisme. Et cette recherche d'identité n'est pas, elle, liée à une activité économique, c'est une recherche purement idéologico-politique qui consiste à considérer que le déploiement de procédures de violence qui permettent de se retrouver dans son intégrité identitaire et donc d'exclure l'altérité, à la fois l'altérité en soi-même et l'altérité de l'autre, du réseau de l'existence sociale. Cette logique-là, elle conduit à une domination non plus de la persécution, mais de l'extermination. Et c'est le moment clé de ce basculement, c'est au début, enfin, ça commence avec les procédures de colonisation à la fin du 19e siècle, les grandes exterminations en Afrique de la part notamment des Allemands, mais surtout le génocide arménien en 1915, et puis ensuite la série de génocides que l'Europe a connus. Donc tout le XXe siècle qui est habité comme ça par des phénomènes d'un tout autre type, qui sont des phénomènes qui se dissocient du travail, bien qu'ils restent toujours liés plus ou moins à lui, qui se dissocient de la question de l'appropriation des richesses, bien que toujours liés, puisqu'on sait bien que pendant le génocide des Juifs en Allemagne, il y a eu une dimension de développement de l'esclavagisme. Bon, mais ce n'est pas ça qui est le ressort principal. Le ressort principal, c'est reconstituer des identités nationales sur la base de l'exclusion de ce qui les salit, de ce qui les entache, de ce qui les met en danger, à savoir l'altérité. L'altérité, alors évidemment, en l'occurrence, c'est surtout les Juifs au XXe siècle, mais ça peut être aussi, dans le cas du Cambodge, des critères complètement arbitraires, dans le cas du Rwanda, des critères pseudo-raciaux, etc., etc. On va se déployer toute une série de logiques exterminatrices dont on peut dire, moi c'est un terme que j'utilise dans pas mal d'articles, que la politique du XXe siècle, elle est dominée par une logique exterministe, qui n'est pas une logique d'appropriation de richesse, mais qui est une logique de construction d'identité. Et c'est une logique dans laquelle l'action de la justice n'est plus au premier plan. Il ne s'agit plus de justice ou d'injustice, mais il s'agit d'identité. Et ces deux logiques, elles sont parallèles, mais elles ne sont pas du tout identiques. Et j'insiste là-dessus parce que des réalisateurs comme Nicolas Klotz ou des philosophes comme Giorgio Agamben ont eu une tendance à les confondre, à les superposer et à les situer directement dans le prolongement l'un de l'autre. Et je ne suis pas sûr que ce soit vraiment pertinent de les confondre. Bon. Mais en même temps, c'est ça, cette distinction-là, qui permet, à mon sens, de distinguer ce que c'est qu'une logique de la justice et une logique de l'intolérable. Parce que dans un cas, il s'agit d'une logique de la persécution économique qui maintient en permanence la présence de l'autre pour l'exploiter à mort, on pourrait dire, bon, jusqu'à la mort éventuellement, mais une mort qui est inscrite dans une perspective économique, alors que dans l'autre cas, il s'agit d'une logique de l'extermination pure et simple, de l'évacuation radicale, de l'extermination, la mort jusqu'au bout d'un groupe social choisi, défini de façon arbitraire, qui conduit à un problème de survie de l'espèce humaine qui pose le problème du tolérable et de l'intolérable et non plus de la justice et de l'injustice. Voilà, c'est comme ça que je fais la distinction entre ces deux critères, ces deux logiques, qui ne cessent d'avancer en parallèle, de s'entrecroiser, de se superposer parfois, de s'entremêler, de s'articuler, mais qui ne sont pas la même chose. Voilà comment je dirais les choses de façon très schématique.
Arnaud, Alain. Alors, en complément, je vais citer Eugène Enriquez, avec qui j'ai travaillé, ainsi que Gauja, sur ce qu'on appelle l'imaginaire. Alors en 2 mots, si on peut dire en 2 mots, parce qu'il pourrait passer l'après-midi. Un imaginaire dans un groupe social fait appel à une passion, au sens latin du terme, c'est-à-dire à la fois un très grand plaisir et une souffrance, qui représente le travail, bizarre. Souvent un emblème, un insigne pour s'identifier au groupe, qu'il soit religieux ou pas religieux. Un territoire sur lequel s'inscrivent en fait les gens, un sentiment d'appartenance fort, et puis toute une série de manifestations d'adhésion. C'est ce qu'on appelle l'imaginaire. Et on appelle l'imaginaire moteur quand tout va bien et qu'il y a justice. Et on appelle l'imaginaire bloqué quand tout va mal et qu'il y a injustice et puis un trop grand écart entre la réalité et ce qu'on a pensé avant. C'est en bref. Donc on a beaucoup travaillé sur ce sujet-là et on s'est aperçu que les entreprises, depuis très très longtemps, avaient créé leur propre imaginaire, avec un logo, avec des règles internes, avec une adhésion, avec tout ce que j'ai cité. Toutes ces entreprises-là, depuis le Moyen-Âge, en fait, jouent sur une appartenance de groupe, qui nécessite en fait un travail coordonné entre le groupe. Et l'imaginaire sert à solidifier le groupe et à produire mieux. Et ça, c'est pas du tout capitalistique, hein. Ça date des premières entreprises dans la République de Venise. Donc on n'est pas du tout dans le système capitaliste tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais ça a perduré évidemment, ça s'est enrichi au XIXe siècle. Et ce qu'on a remarqué dans les années 80, au moment de l'ultralibéralisme, du moins quand ça s'est mis en place, c'est que ces notions d'imaginaire moteur ont été prises par le management pour justement faire produire plus le groupe en question. Et donc les managers se sont emparés de l'imaginaire moteur. On a blagué avec Vincent de Gaujac en disant que c'est des managinaires. Un jeu de mots un peu facile, mais ça nous permet de dire que cet imaginaire moteur en fait a été non seulement exploité mais aussi manipulé. Et quand il y a une trop grande différence entre la réalité du terrain de l'entreprise et l'imaginaire, tout vole en éclats. Et on le voyait tout à l'heure, Arnaud a fait allusion en fait à ce jugement que portaient les ouvriers auprès de leur propre direction. Ben c'est ça, c'est qu'il y a un trop grand écart entre ce qui est pensé par la direction et la réalité que vivent les gens. Et dans ce cas-là, l'injustice n'est pas uniformément répartie. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, je ne parle pas de catégories de personnes, il y a des personnes qui vont jusqu'au suicide parce qu'ils trouvent ça intolérable, et d'autres pour qui ça ne l'est pas. Et donc il y a toute une gradation dans l'intolérable avec les conséquences mortelles ou bien tout simplement d'ignorance. Et c'est ce que j'ai voulu montrer dans le bouquin, c'est que en période de crise, quand l'imaginaire est bloqué, il y a toute une série de réactions qui va du sacrifice, comme un des chefs de service qui est décrit là, jusqu'à la révolte et jusqu'à la violence collective ou individuelle, et puis des tas de stratégies de contournement pour s'échapper à ça. Donc voilà, ça c'est la partie théorique. Maintenant, quand on est dans le romanesque, on ne peut pas l'expliquer comme ça.
ça n'a pas de sens. C'est très professoral et puis tout le monde s'ennuie avec ça dans un roman. Et donc, la problématique dans un roman, c'est de l'expliquer avec des voix différentes, chorales, c'est-à-dire que la même chose est vue de façon différente selon les emplois dans une entreprise donnée. Et donc ce qui m'a beaucoup intéressé, moi, et qui m'a fait travailler cette forme de littérature, c'est que j'ai voulu donner un récit tressé entre les différents protagonistes qui voient la même chose. Et évidemment, on essaye de comprendre par le romanesque qu'une réalité donnée est vue de toutes sortes de façons différentes par les acteurs eux-mêmes du travail. Voilà. Là, je suis un petit peu perdu, mais je vais essayer de poursuivre le même chemin. Peut-être en commençant donc par l'imaginaire, puisque c'est sur ça là qu'Alain a terminé. Moi, ce que j'entends quand tu parles d'imaginaire, c'est aussi, par exemple, que le travail puisse être supporté, puisse être soutenu pour qu'il ait du sens par un récit collectif, par le sentiment d'être embarqué dans une histoire. Et que s'il n'y a pas cette histoire-là qui sous-tend le travail, il n'y a pas beaucoup de sens, et donc il n'y a que de la souffrance, il n'y a que de la pénibilité. Alors que si on a le sentiment d'appartenir à une histoire collective, qui ne soit pas uniquement le storytelling de l'entreprise, c'est-à-dire pas uniquement ce que l'entreprise a envie qu'on dise d'elle-même, mais qui soit aussi un mélange peut-être de ce storytelling et puis de la réalité des salariés qui vivent l'entreprise. Et en fait, je me dis, tiens, c'est à cet endroit-là que la littérature, elle a peut-être son mot à dire. Et ça, c'est devenu un tout petit peu mon cheval de bataille ces derniers temps, parce que on nous dit beaucoup et c'est une constante du XXe siècle, que la littérature ne sert pas à grand-chose, ou que les arts et que la poésie ne servent pas à grand-chose face à la violence de ce monde-là, soit à la violence de la guerre, soit à la violence de la violence économique. Et que par rapport à ces deux énormes pôles, les arts serviraient à rien du tout. Et moi, en fait, j'ai le sentiment d'être le témoin de l'inverse, c'est-à-dire que ces puissants-là, que ce soit les puissants du monde politique ou les puissants du monde industriel qui fabriquent du storytelling au kilomètre, au contraire, estiment, eux, qu'une grande partie du champ de bataille est celui du récit. C'est-à-dire, donc ils vont payer des communicants, ils vont s'offrir les services de boîtes de communicants pour justement forger des éléments de langage, construire du récit au kilomètre, etc. Et donc on l'a tous dit un petit peu à table ou aussi un petit peu ce matin, ces éléments de langage, très souvent c'est du langage qui dit exactement, qui est là pour masquer exactement la réalité de la chose. Donc on va lui faire dire exactement le contraire, quoi. On va sur un pauvre boulot, on va mettre des mots hyper ronflants sur l'exemple canonique, le plan de sauvegarde de l'emploi, c'est pour licencier, etc. Et donc ces gens-là sont capables de dépenser des fortunes, mais y compris le gouvernement ou LVMH ou des grosses boîtes, de mettre des fortunes dans ces éléments de langage qui vont ensuite, de manière hyper servile, être repris par les journalistes qui ne les interrogent pas, ces éléments de langage, voire même qui les trouvent assez cool et qui en jouissent d'une certaine manière quand ils ont la parole, et donc ils les redisent, et hop, ça rentre dans le langage commun. Moi je me souviens très très bien un jour de m'être entendu dire prime de licenciement. Puis juste après, je me suis dit, mais c'est pas prime, c'est indemnité. Or, si moi je venais de dire prime, c'est que je l'avais entendu, c'est que c'était déjà dans l'air, c'est que je le reprenais de quelqu'un d'autre, quoi. Et je me dis que si ça a été mis sur le marché, prime de licenciement, c'est pas anodin du tout. C'est que, allez, vas-y, c'est déjà de la consolation que ce soit une prime et non pas une indemnité.
Et donc ça diminue la violence du licenciement, puisque tu peux être primé pour avoir été licencié. Donc là, ça rend un petit peu fou dans la tête. Donc je me dis, une grande partie de ce que peuvent faire les auteurs, s'ils le veulent, c'est pas une obligation, c'est pas une assignation, mais s'ils le veulent, c'est justement d'aller sur ce terrain-là, c'est-à-dire du contre-récit. Alors ça pourrait être le minimum, c'est-à-dire produire un autre récit avec d'autres mots qui va décrire cette réalité d'une manière différente et qui va donc essayer de désactiver le premier récit. Mais justement, le défaut du contre-récit, c'est d'être un contre-récit, c'est-à-dire de simplement être réactif, de dire voilà, les mots de l'entreprise sont des mots dégueulasses, je vais en proposer d'autres. En fait, normalement, dans l'énergie, dans la libido même de la création artistique, c'est pas simplement d'être réactif, c'est au contraire, c'est d'être encore plus convaincu que ça et d'être premier et d'être souverain et donc d'emblée faire une description du réel qui ne tienne pas compte de ce premier truc et qui soit d'emblée plus intrigante, plus surprenante que ça. Mais donc on a notre mot à dire précisément parce qu'il s'agit de langage, parce qu'il s'agit de représentation, quoi. Et en fait c'est toujours cette même histoire qui traîne depuis maintenant une cinquantaine d'années, c'est ne pas laisser aux vainqueurs le soin de raconter l'histoire, quoi. Donc ne pas laisser aux puissants du monde politique ou aux puissants du monde industriel et marchand, ne pas leur laisser l'avantage de raconter cette histoire-là. De la même manière que, par exemple, Mahmoud Darwish disait mais je crois que l'idée vient pas de lui, je crois qu'elle est plus ancienne que lui, si c'était les Troyens qui avaient raconté la guerre de Troie, on aurait un récit totalement différent, on n'aurait pas l'Iliade et l'Odyssée, on aurait autre chose, on aurait un autre point de vue. Là c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire donner dans l'espace littéraire, c'est d'utiliser les formes du récit, les formes littéraires, voire même la fiction, pour essayer de faire entendre un autre point de vue, pour essayer par exemple, comme je crois avoir essayé de le faire dans Ceux qui trop supportent, montrer l'intelligence collective à l'œuvre, montrer l'intelligence de ceux sur lesquels on crache en permanence, etc. Donc ça c'était pour aller dans le même sens qu'Alain sur la question de l'imaginaire. Mais si maintenant je cherche à aller dans le même sens que Bertrand sur la question de l'injustice, et bien justement ça va avec, c'est-à-dire que dans la question de l'injustice, on parlait ce matin des rapports entre, disons, les salariés et les directions. Mais en fait, les salariés ne sont pas seuls sous le regard de la direction. Les salariés, c'est déjà une collectivité, une communauté, et qui est donc un microcosme de la société, par exemple, du pays, de la population dans son ensemble. Et cette population dans son ensemble, ou ces salariés en microcosme, sont sous le regard aussi des élus, du monde politique, des élus qu'ils se donnent, etc. Et c'est là qu'il y a de l'injustice aussi qui vient se nicher, c'est-à-dire c'est pas simplement dans le rapport entre l'évaluation par le patron du travail des salariés, mais c'est aussi dans le fait que les arbitres qu'on se donne par le système démocratique ne joue pas du tout ce rôle d'arbitre. C'est-à-dire quand le pouvoir politique est intégralement du côté, par exemple, des entrepreneurs, quand le pouvoir politique est fasciné par ceux qui créent de l'argent, etc. Et dans le cas des GMS, moi ce que j'ai beaucoup vu, c'est qu'ils ont passé plus de 10 ans à essayer d'alerter les élus locaux, le député local, la région, l'État, les ministres, les présidents de la République, Hollande, Macron, sans jamais être entendus, en étant systématiquement méprisés par ces gens-là. Mais systématiquement, les exemples, je les donne dans le livre. C'est par exemple Benjamin Griveaux, tout juste nommé ministre auprès de Bruno Le Maire, qui reçoit les GMS, qui commence la réunion en disant « Je suis un spécialiste des plans sociaux ». Alors les GMS sont un peu sidérés par cette façon-là de se présenter. Ils disent « Ah bon, mais comment ça ?» Il dit « Ah, j'ai beaucoup étudié la question ». Les autres, ils disent « Ah bah nous, c'est le troisième, alors on peut vous en parler, on le vit, nous, on ne l'a pas étudié, on le vit ». Et donc, pendant 20 minutes, il lui parle de ce que c'est que de subir ces plans sociaux d'affilée, etc. Et Benjamin Griveaux, ça lui échappe, et je trouve ça incroyable que ça lui échappe. Il dit « Ah, c'est instructif de vous écouter ». Alors qu'il venait de se présenter comme un spécialiste de la chose. Et il dit « C'est instructif de vous écouter ». Donc déjà là, on se dit qu'on est évalué par
par des tartuffes, quoi, enfin je dis ça, tartuffe, c'est pour rester littéraire et poli, mais en fait je pense à autre chose. Ou alors par exemple la préfète de la Creuse qui reçoit les GMS pour une réunion qui ne les concernait pas directement, qui était vraiment sur la santé économique du territoire. Et un des GMS arrive avec une question qu'il avait vraiment travaillée et qui, je la fais très courte, c'est il y a des appels d'offres européens, mais évidemment les entreprises creusoises sont trop petites pour pouvoir y répondre. Et donc Vincent Labrousse des GMS arrive en disant voilà, il faudrait créer, avec l'aide de la préfecture, il faudrait créer des petits consortiums d'entreprises creusoises de manière à ce que tout d'un coup ce petit consortium soit en mesure de répondre et les épaules pour répondre à un appel d'offres européen. Et la préfète de la Creuse était époustouflée que ce, entre guillemets, petit bonhomme ait eu cette idée-là, alors qu'elle, soi-disant compétente, énarque, etc., n'avait pas eu l'idée. Et en fait, Vincent, il la regarde et dit, mais en fait, votre surprise, elle est scandaleuse. Vous me prenez vraiment pour un con, en fait. Vous pensez que je viens à une réunion sans avoir travaillé? Vous pensez que parce que je suis un ouvrier dans une usine d'emboutissage, je ne suis pas capable d'avoir des idées, et alors que c'est votre boulot, justement, d'avoir ces idées-là, etc. Donc là aussi, le sentiment d'injustice, il est ultra concret, et il repose, en fait, on revient toujours à cette histoire de lutte des classes, quoi. Il repose vraiment sur un mépris de la grande bourgeoisie pour des gens qui, en fait, à l'exemple, s'avèrent justement intelligents. Et là, le sentiment d'injustice et la colère sociale, elles sont au maximum, quoi. Parce qu'ils ne demandent pas la lune, justement. Là, moi, j'étais face à des gens qui n'ont jamais demandé la lune, qui ont toujours demandé des choses raisonnables et concrètes et qu'on leur refusait. Sentiment d'injustice qui peut même ensuite se vivre dans les victoires remportées par les GMS, et je vais donner un exemple. En fait, quand ils voient arriver le plan social de 2017, ils se disent on ne peut pas lutter, on va de toute façon se le prendre, ce plan social. En revanche, nous, ce qu'on constate, c'est que le bassin d'emploi sur la Creuse, il est nul, donc il va y avoir une casse énorme, il y en aura très peu d'entre nous qui vont retrouver du boulot. Il y en a encore plein d'entre nous qui ont des emprunts sur les maisons, etc. Pour éviter que ce soit saisi par les banques, il faut l'indemnité de licenciement, mais il faut l'indemnité supralégale qui, dans de très rares cas, est donnée quand il y a des licenciements. Donc, c'est-à-dire d'une certaine manière, ils étaient raisonnables au sens où ils acceptaient l'idée qu'il y ait des licenciements, mais ils disaient aidez-nous par contre derrière, parce que sinon on ne va pas y arriver. Donc ils demandaient 30 000 € de prime supralégale. C'est niette, ça a toujours été niette pendant les 4 années de négociation, sauf qu'en parallèle, ils commencent des procédures dans le cadre légal, juridique, pour contester le plan de licenciement, qui était sur des critères qui n'étaient pas recevables. Au bout de 4 années, ça passe de tribunal en tribunal, Bordeaux, Poitiers, Limoges, et ça arrive au Conseil d'État, qui effectivement casse le plan de licenciement, et qui dit, voilà, ce plan n'était pas valable. À partir du moment où c'est cassé par le Conseil d'État, ils peuvent tout d'un coup déposer des dossiers au prud'homme pour être indemnisés. Il y en a 60 d'entre eux qui déposent un dossier au prud'homme, et ben les indemnités vont de 17 000 à 80 000 €. Ils demandaient juste au départ 30 000 €. Et donc, en fait, d'être, pour certains d'entre eux, indemnisés à hauteur de 80 000 €, en fait, c'est une victoire, évidemment. Et évidemment que c'est une consolation. Sauf que pendant 4 années, tu as été méprisé par tout le monde. Et donc, ça s'effacera jamais. C'est pas 80 000 € qui vont racheter ça. Mais c'est surtout que, en fait, ça renvoie encore une fois au fait qu'ils étaient raisonnables. Ils demandaient seulement 30 000 €. Au final, ils ont beaucoup plus. Donc en fait, bizarrement, ça remet du sel sur la blessure du sentiment d'injustice, en fait, ce truc-là. C'est-à-dire qu'on parlait juste, on n'a pas été entendu, ok, l'État finit par reconnaître qu'on avait raison, mais en fait, ça ne fait que confirmer le sentiment d'injustice générale. Et le fait que si on n'avait pas eu l'énergie de se battre, si on n'avait pas eu cette énergie collective ensemble, si on n'avait pas cru que c'était possible de se battre, comme c'est le cas dans plein d'endroits où ils ne se battent pas aussi loin, et ben en fait on n'aurait pas cette indemnité, le système aurait continué de nous piétiner. Donc un des moyens, je pense, pour résumer ce que je voulais dire, un des moyens de contrer ce sentiment cette réalité de l'injustice, pas ce sentiment d'injustice, cette réalité de l'injustice, puisque de toute façon le monde politique est indifférent et ne veut pas tenir son rôle d'arbitre, et ben c'est justement de passer par ailleurs, donc de passer peut-être par la littérature et de produire des récits qui vont contester, qui vont être d'autres récits que le récit produit
par les vainqueurs ou par ceux qui profitent de ce monde-là. C'est délétère en fait. Non, il faudrait qu'on relise le discours sur la serviette volontaire de la Boétie, qui est un texte vraiment extraordinaire, dans lequel ce que la Boétie montre de façon assez complexe, c'est qu'à la fois la servitude est une espèce de donnée structurelle de l'existence humaine, dans la mesure où on est dans la dépendance, on est au verbe naître, dans la dépendance de l'autre. Lacan a repris ça évidemment en transposant cette question sur le plan du langage. On devient sujet en se soumettant à une langue qui n'est pas la nôtre, dont on n'est pas l'inventeur, dont on hérite comme un héritage contraint. Pour pouvoir entrer en communication avec l'autre, il faut passer par un code dont on ne maîtrise rien, qu'on ne peut qu'apprendre en s'y soumettant. Il y a une espèce de domination de registre de la servitude dans l'existence humaine. Mais toute la question est de savoir, au fond, non pas comment on peut se débarrasser des maîtres, mais comment est-ce qu'on peut en changer. Comment est-ce qu'on peut faire qu'on puisse toujours changer de maître. Comment est-ce qu'on peut installer en fait une espèce de déplacement permanent de la soumission et passer de la dépendance, je dirais, à l'interdépendance. C'est-à-dire découvrir que ce dont on peut être dépendant, c'est justement de la solidarité avec les autres. C'est-à-dire réintroduire le collectif au niveau de ce dont on dépend. On dépend de ce dont on est partie prenante, en quelque sorte. C'est quelque chose qui est très présent dans ce qu'on appelle la psychiatrie institutionnelle ou la pédagogie institutionnelle, c'est-à-dire cette idée que l'institution est ce qui fait que le système dont on dépend, il est en même temps ce dont on est partie prenante et ce sur quoi on a une possibilité d'action dans la mesure où il est perpétuellement déplaçable, critiquable, modifiable, transposable. L'institution, c'est par excellence ce qui se rediscute. Et ce dont on est dépendant, ce à quoi on est soumis, c'est à la possibilité de la rediscussion, ce qui est une soumission qui devient une puissance, qui devient une opérativité, qui devient non pas une liberté indéterminée, mais une émancipation active. Voilà. C'est dans ce sens-là que je situerai non pas le salut, mais la reprise en main des multiples facteurs dont nous sommes dépendants. Mais vouloir échapper à la dépendance est un leurre qui empêche de prendre en main ce qui, dans la dépendance, est effectivement transformable. La discussion se poursuit, n'hésitez pas à intervenir. Dans le discours sur la servitude volontaire, qui est un texte vraiment extraordinaire, mais assez complexe à lire, il y a plusieurs parties. Il y en a une qu'on retient majoritairement, en principe, celle dans laquelle la Boétie explique, qu'il reprend l'interprétation traditionnelle selon laquelle les gens ne veulent pas leur liberté parce qu'ils sont habitués à la servitude. Bon. Mais en réalité, la Boétie le dit très clairement, cette explication est très superficielle. Ce n'est pas l'habitude de la servitude qui est déterminante, c'est le fait que, en réalité, on s'identifie à ce qu'il appelle l'un, et s'identifier à l'un, c'est s'identifier à une logique dans laquelle ce qu'on voit, ce qui nous entoure, c'est la liberté comme forme de soumission des autres. Au fond, être libre, c'est pouvoir en soumettre d'autres. Bon. Si on s'identifie à cette figure-là, alors effectivement, on veut sa propre servitude. Mais cette identification n'est pas une fatalité. On peut très bien imaginer que ce à quoi on s'identifie, c'est à une interdépendance collective. C'est tout à fait un autre horizon, qui n'est pas celui de la guerre, qui est celui, non pas non plus de la paix, mais qui est celui de l'équilibre entre l'équilibre des conflits, qui est quelque chose sur lequel on a une prise. Peut-être que l'idée de résistance, effectivement, elle se joue là aussi par rapport à l'idée de fatalité. C'est-à-dire, très souvent, on nous présente les choses, l'ordre économique par exemple, comme étant une fatalité. Il n'y a pas d'alternative, la fameuse phrase de Thatcher.
Ça ne peut que exister comme ça. Il n'y a pas d'autre monde à chercher et à désirer à côté. Ou alors, par exemple, les responsables politiques français qui nous disent que de toute façon, il n'y a pas de marge de manœuvre budgétaire, que de toute façon, tous décident au niveau européen et que budgétairement, il n'y a que 5% sur lesquels on peut jouer, etc. Donc là aussi, c'est toujours l'idée d'une fatalité. Et en fait, cette fatalité, elle est tellement martelée, c'est-à-dire, vraiment la phrase de Thatcher, moi je la trouve incroyable, c'est-à-dire, n'allez pas regarder ailleurs, ça n'existe pas, quoi. Et donc, par exemple, Notre-Dame-des-Landes, c'est quoi? C'est 300 personnes qui essayent de fonctionner autrement. Et c'est pareil, l'État décide que ça ne doit pas exister, cette démonstration ne doit pas être faite, quoi. Donc ce sont des doudingues qui s'échangent des carottes contre des poireaux, et ça ne doit pas avoir lieu, ce truc-là. Il faut que ça passe par de l'argent. Et en fait, des fois, les formes de résistance, on s'imagine que c'est aller au-devant des CRS, comme par exemple à Notre-Dame-des-Landes, enfin c'est les CRS qui viennent à eux, mais donc on a toujours une idée strictement guerrière en fait de l'idée de résistance, alors qu'en fait non, il y a des formes de résistance plus douces qui peuvent être tout aussi incisives et déstabilisantes, qui consiste justement à simplement imaginer qu'il n'y a pas de fatalité. Je suis tombé sur ces lignes-là. Donc c'est une sorte d'avant-propos, enfin c'est marqué avant-propos au talon de fer, mais en fait de Jack London, mais en fait ça fait partie du livre et c'est des lignes de Jack London. Et il y a ce passage que je trouve incroyable, vraiment ahurissant. L'ascension de l'oligarchie, qu'il écrit avec un O majuscule, demeurera à jamais une source d'effarement pour l'historien comme pour le philosophe. D'autres grandes étapes historiques ont leur place dans l'évolution sociale. Elles étaient inévitables. Elles auraient pu être prédites avec la même certitude que les astronomes de nos jours savent prévoir le mouvement des étoiles. Sans ces autres grandes étapes historiques, l'évolution sociale n'aurait pas pu avoir lieu. Le communisme primitif, l'esclavage, le servage puis le salariat ont été des étapes nécessaires dans l'évolution de la société. Mais il serait ridicule d'affirmer que le talon de fer, donc le règne de l'oligarchie, était une étape nécessaire. Aujourd'hui, on considère plutôt sa longue domination comme un pas de côté ou en arrière vers ces tyrannies sociales qui avaient trop longtemps fait du vieux monde un enfer, mais qui étaient aussi nécessaires que le talon de fer était inutile. Aussi sombre et brutal qu'ait été le féodalisme, sa venue était inévitable. Seul le féodalisme aurait pu succéder à l'écroulement de cette immense machine étatique centralisée qu'était l'Empire romain. Or, il en va tout autrement du talon de fer. Dans le déroulement logique de l'évolution sociale, il n'avait pas lieu d'être. Il n'était pas indispensable et il n'était pas inéluctable. Cela restera toujours une grande curiosité de l'histoire, un de ses caprices, une fantaisie, une catastrophe que nul n'attendait ni n'espérait et qui devait servir d'avertissement à ces théoriciens politiques mal avisés d'aujourd'hui qui égrènent doctement leur certitude à l'égard des processus sociaux. Ce que je veux dire, c'est qu'en lisant ça, donc ces lignes, je les trouve incroyables parce que c'est un effort de pensée. C'est de dire, voilà, ce qu'on nous présente comme une évidence, voire comme une évidence portée par des siècles d'histoire, et ben non, en fait, pas du tout. Pas du tout. Et donc c'est là où on peut faire retour aussi à la Boétie, ce sont des géants uniquement parce qu'on est à genoux. Là c'est la même chose, c'est-à-dire en fait tout ce qu'on nous présente, par exemple les grands groupes industriels ou les grands capitaines d'industrie, etc. En fait on est souvent effaré de découvrir à quel point ils sont friables, à quel point c'est pas grand-chose, quoi. Je raconte dans Ceux qui trop supportent, je redis les mots d'une journaliste américaine qui a fait une grosse enquête sur la fermeture d'une usine General Motors aux États-Unis, et c'est ahurissant en fait. C'est-à-dire General Motors n'a pas anticipé les problèmes liés au diesel, etc. Donc en fait, ils ont continué de construire des véhicules alors que les Américains se tournaient vers des voitures européennes moins gourmandes en... dit mais c'est quand même, pardon, vous fabriquez des voitures, c'est quand même la base, c'est-à-dire, enfin, et vous n'avez pas réussi à comprendre que les gens, qu'il y avait un problème avec les énergies fossiles, etc. Donc l'entreprise s'écroule.
on nous présentait ça comme c'était un phare du capitalisme, puisque c'était un phare de l'industrie américaine, c'était aussi un phare du capitalisme mondial, etc. Et en fait, cette entreprise peut s'écrouler comme ça quasiment du jour au lendemain et fermer des usines complètes. Mais alors en fait, vous nous avez tellement bourré le mot en nous expliquant qu'ils étaient surpuissants, que c'était un empire industriel, etc. Bah non. Et donc en fait, arriver à concevoir que ces choses-là ne sont pas des fatalités qui s'imposent si durement à nous, eh ben c'est un drôle d'effort, c'est un drôle de pas de côté, c'est un drôle d'effort de pensée, ça. C'est pas aller devant les CRS, c'est pas se prendre des coups, mais c'est déjà dessouler par rapport au discours qu'on nous souligne. Et ça consiste à avoir une toute autre conception de l'histoire, Oui. non pas progressive, Voilà. progressiste, mais Voilà. au contraire faite de bifurcation perpétuelle. Voilà, exactement. Ouais. C'est-à-dire qu'aucune des phases historiques ne doit faire oublier qu'elle aurait pu bifurquer tout à fait autrement. Exactement, voilà. Et qu'elle ne s'impose pas à nous, donc durement. Et elle n'a pas la nécessité de, comme on dit.